Merci infiniment, Monsieur le Président, Monsieur Nasseri, Monsieur Berbej. Et je suis très heureux d'être ici pour le deuxième forum de Chilef. Moi, j'ai beaucoup entendu du forum de Chilef, je n'ai jamais été invité, mais cette fois-ci, on me fait cet honneur. Double honneur, au fait, parce que c'était prévu une colonne à professeur Nouri, et professeur Nouri, malheureusement, pour des raisons de santé, n'a pas pu se déplacer. Alors, ça se fait que j'aurai tout le temps pour moi seul. Alors, premier déplacement et deux communications à la fois. Le thème, alors, Dr Nasseri a fait une très bonne introduction pour parler de la thématique elle-même, de la prévalence de l'obésité, de la progression, de la vision de l'obésité, et que l'Algérie, elle est vraiment exposée. On considère que pratiquement, on a 32% des femmes et 16-17% des hommes algériens de plus de 19 ans sont obèses. Alors, ce qui est intéressant est de voir, je vais traiter deux thèmes différents. D'abord, est-ce que la définition a changé? Est-ce que l'IMC est toujours de rigueur? Deuxième partie de mon intervention, c'est la place des thérapeutiques, certainement des thérapeutiques déjà validées et des voies d'évolution ultérieures. Alors, pour la définition, il y a des limites de l'IMC, vous allez le voir, même si jusqu'à aujourd'hui, on considère que l'obésité est définie par l'IMS ou l'IMC, que cette IMC a ses limites et qu'une nouvelle définition très récente, en 2025, va intégrer d'autres paramètres. Et sortant d'ici, on devrait définir cette obésité différemment, non pas seulement sur l'IMC, mais aussi sur d'autres paramètres qui vont définir deux états, ce qu'on considère comme étant préclinique et clinique. Alors, l'obésité est définie par une accumulation de matière grasse. C'est de la matière grasse qui est accumulée au niveau de tout le corps, principalement au niveau abdominal, mais pas que, même périphérique. Et c'est la définition de l'OMS. Cette définition est basée sur l'IMC, qui est le poids sur la taille au carré, qui est validé depuis plusieurs années maintenant, si ce n'est pas des décennies, et qui est le poids sur la taille au carré. Poids en kilos, taille en mètres. Le résultat, on a les 4 classes, soit un poids normal quand on est entre 18 et 25, soit qu'on est au-delà de 25 quand on est en surpoids, au-delà de 30 kg par mètre carré, on est en obésité grade 1, au-delà de 35, on est en obésité grade 2, et au-delà de 40, on parle d'obésité morbide. Et là, cette IMC est très bien corrélée depuis assez longtemps. Et si on se réfère à ces données anglaises, regardez clairement que vous avez une courbe en J. Dans la zone où on considère que le poids est normal, le risque de mortalité, d'infarctus, d'événements cardiovasculaires, il est le moins. Plus le poids augmente, plus le risque augmente, mais aussi plus le poids diminue, plus le risque augmente. Et vous avez cette courbe en J. Deuxième paramètre, c'est que cette IMC intervient sur l'espérance de vie. Avec un poids qui est considéré comme normal se basant sur l'IMC, on a 80% de chances d'arriver à 70 ans. Lorsque l'IMC est entre 35 et 40, c'est-à-dire obésité grade 2, eh bien cette chance va diminuer à 60%. Et lorsque le patient, le sujet a un IMC entre 40 et 50, eh bien cette espérance de vie aussi va diminuer pour arriver à 50% de chance d'arriver à 70 ans. Le lien entre IMC et les comorbidités, c'est bien établi aussi. Cancer, maladie ostéo-articulaire, diabète, maladie cardiovasculaire, maladie hépatite. Alors, sur l'IMC qui a été utilisé pour les études épidémiologiques, le lien est bien établi, est bien ancré. Sauf que dans la pratique de tous les jours, cet IMC a des limites. On ne sait pas, est-ce que c'est du muscle ou c'est du gras? On ne sait pas, est-ce que c'est réparti au niveau abdominal qui expose à un surrisque de complications ou au niveau périphérique? On ne sait pas l'histoire de cet IMC. Est-ce qu'il y a une prise rapide, lente? Est-ce qu'il y a un effet yo-yo? On ne sait pas et on n'intègre pas le sexe, l'ethnicité et l'âge, le compartiment. Et on appelle aussi ce qu'on appelle les limites de l'IMC, c'est ce qu'on utilise ou qu'on considère comme étant une limite, c'est l'obésité paradoxe, c'est-à-dire que l'obésité expose un surrisque cardiovasculaire et de mortalité et de complications, sauf que dans les services de réanimation, lorsque l'on post-infarctus,
les sujets qui sont obèses ou en surpoids ont plus de chances de s'en sortir. Et là, on ne comprend pas. C'est mauvais parce que ça expose à des complications, mais ça paraît bon lorsqu'il y a une situation de stress. Là, probablement, l'une des théories, c'est que l'IMC n'était pas le bon paramètre. L'IMC identifie un poids global, mais pas en détail. Eh bien, depuis assez longtemps déjà, et ça vague dans les années 40, avait tenté de définir une différence, même vous le savez, obésité androïde, obésité génoïde, c'est-à-dire que la femme en lui confère cette répartition génoïde, c'est-à-dire en poids, l'homme on lui donne cette répartition abdominale androïde, c'est en pomme, et vous voyez sur ce papier que l'homme, ou bien non pas l'homme, mais la répartition abdominale expose plus à un risque cardiovasculaire, alors que la répartition génoïde, elle expose plus à des complications ostéo-articulaires. Déjà, on voulait faire une différence. Deuxième effort, c'était la définition des 4 types d'obésité ou d'IMC avec l'impact métabolique. Et là, on se ressort avec 2 notions nouvelles. C'est qu'on peut ne pas être obèse, mais métaboliquement altéré. Et c'est là on considère que c'est non obèse à risque métabolique. Vous avez un IMC bas, mais vous avez une complication métabolique. Et ceux qui ont un IMC élevé au-delà de 30, mais qui n'ont pas de complications. Et une nouvelle notion est née selon cette définition, c'est l'obèse métaboliquement sain. C'est-à-dire qu'il est obèse, son IMC il est au-delà de 30, il n'a pas de complications, ni cardiovasculaires, ni métaboliques. Et là, on parle d'un obèse métaboliquement sain. C'est là aussi une tentative de de donner d'autres critères autres que l'IMC pour définir les sujets à risque. Enfin, vous avez, et ça depuis assez longtemps maintenant, le Edmond Obesity Staging System, qui est plus lié au risque de mortalité qu'à des risques de complications. Et là, on est parti au plus profond. C'est que vous avez une évaluation du sujet obèse sur la fonctionnalité, sur le mental et sur les complications médicales. Et on classe l'handicap ou l'impact de 0 lorsqu'il n'y a rien, de 1 lorsqu'on est moyennement atteint ou on a une atteinte préclinique sur le plan médical, 2 lorsqu'il y a soit des comorbidités ou l'atteinte est modérée, 3 lorsqu'on a déjà une atteinte d'organes ou que l'handicap est important, et enfin le stade final c'est 5. Et cette classification a aussi fait fi de l'IMC, c'est-à-dire que l'IMC identifie le sujet obèse et après ça, on va directement à évaluer l'impact global de cette obésité. Eh bien, récemment, très récemment, parce que cette année, il y a une nouvelle notion qui est venue. C'est que oui, on connaît que l'IMC a ses limites, c'est-à-dire qu'on peut avoir un IMC qui est augmenté, mais il n'y a pas d'obésité parce qu'on a plus de masse maigre, muscle, que de masse grasse. C'est le cas de votre droite. Mais aussi, on peut avoir une obésité réelle avec une adiposité importante, mais vous voyez clairement 2 situations différentes. Un qui a des conséquences de l'obésité, alors que le deuxième, il est, ou la femme dans ce cas, elle est obèse, son IMC est élevé, c'est de la matière grasse, mais elle n'est pas encore malade. Et c'est là où une nouvelle étape est venue, c'est identifier, confirmer l'obésité en matière grasse, après faire une évaluation clinique, je vais la développer tout à l'heure, sur quelle base je vais faire mon évaluation clinique pour définir 2 situations. Une obésité clinique, c'est-à-dire qu'il y a déjà un retentissement valable de cette obésité, ou bien préclinique, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'évoluer vers une complication. Voilà ce que cette définition identifie. D'abord, on évalue le poids, mais aussi on peut le faire avec certainement l'IMC. Après, d'autres paramètres vont être intégrés, soit un examen plus poussé, c'est la densitométrie, ou bien l'impédance mètre, ou bien moins coûteux, c'est les mesures classiques, tour de temps, tout hanche sur taille, ou bien tour de taille sur la hauteur du patient. Et là, la référence, c'est certainement cet examen qui était la densitométrie qui, elle, vous donne une très bonne répartition de la matière grasse, de l'os, de muscle et de l'eau. Sinon, ça sera l'impédance métrique qui est aussi valable, même si elle a quelques limites, mais elle est aussi partie intégrante dans l'évaluation et dans la confirmation
de l'intégration et de la matière grasse. D'ailleurs, une référence très récente, en 2024, vous regardez chez l'homme et chez la femme le pourcentage de matière grasse qui va permettre d'identifier les différents états en fonction de la matière grasse et en pourcentage, les sujets qui ne sont pas obèses, athlètes, fit, minces ou bien acceptables, pré-obésité, obésité. Enfin, oui, je confirme, non, ça ne sera pas d'obésité. Oui, je confirme qu'il y a une obésité. On va évaluer d'abord la limitation de la vie quotidienne, l'impact direct de l'obésité, ou bien aussi on va évaluer les complications et les dysfonctionnements qui sont liés à l'obésité. Si c'est le cas, ça sera une obésité clinique. S'il n'y a pas, ça sera une obésité préclinique. Alors, je ne vais pas lire tout ça, mais je vais schématiser parce que c'est plus intéressant. Eh bien, c'est ce qu'on considère comme étant des complications liées à l'obésité. Le foie, le muscle, la tête musculaire, la limitation de tous les jours de l'activité quotidienne, le lymphœdème des membres inférieurs, le diabète et le syndrome métabolique, l'atteinte centrale, la pression intracrânienne, le SAOS, syndrome de l'apnée du sommeil, l'atteinte cardiaque avec HVG et la fibrillation atriale, l'atteinte urinaire, l'aisance rénale, mais surtout l'aisance rénale chronique. Et vous avez enfin l'appareil reproductif, c'est-à-dire qu'en ovulation, oligoménorrhée, polykystose, le syndrome des ovaires polykystiques et l'hypogonadisme. Ces complications sont considérées comme étant directement liées à l'obésité. Voilà, obésité préclinique et obésité clinique, on ne peut pas faire la différence sur l'examen clinique parce que l'examen clinique confirme l'obésité avec l'IMC et les examens complémentaires. Deuxième étape, c'est l'examen clinique, les autres manifestations, la limitation et les atteintes d'organes, identifier les deux situations. Schématiquement, voilà ce qu'on a. Est-ce qu'il y a un excès pondéral? C'est la première question. Ou d'adiposité, c'est-à-dire que vous avez un poids qui est élevé, un IMC élevé, mais je ne sais pas ce que c'est de l'adiposité. Est-ce que shahma? Là, les conditions sont strictes. Soit que j'ai l'IMC élevé, supérieur à 30, plus un examen complémentaire. Cet examen, c'est soit le tour de taille, supérieur à 102 chez l'homme, 88 chez la femme, soit un rapport taille sur hanche qui est supérieur à 0,9 chez l'homme, 0,5 chez la femme, soit qu'un rapport de tour de taille sur la hauteur du patient, qui est supérieur à 0,5, quel que soit le sexe. J'ai besoin soit de l'IMC avec un de ces paramètres, ou bien je fais fi de l'IMC si j'ai deux paramètres qui sont positifs. Même sans l'IMC ne me porte peu. Enfin, lorsque l'IMC est au-delà de 40 kg par mètre carré, je n'ai pas besoin d'examen complémentaire. On considère que c'est un excès d'adiposité clair. Si non, il n'y a pas d'obésité. Si oui, l'obésité, il faut chercher le retentissement de cet excès d'adiposité, l'histoire médicale, les examens, les tests sanguins, et je cherche les complications que j'ai déjà citées. S'il n'y a pas de signe, s'il n'y a pas de limitation, le patient il est en obésité préclinique. S'il y a des signes et des dysfonctionnements, est-ce que ces dysfonctionnements sont liés à l'obésité? Sinon, ça sera toujours une obésité préclinique. Mais si oui, ça sera une obésité clinique. Et là, l'attitude diffère entre obésité préclinique et clinique, et elle est importante. En obésité préclinique, je n'ai pas d'abord à traiter, je suis plus dans la prévention. Et dont l'objectif, c'est perdre le poids. Alors que dans l'obésité clinique, c'est clairement dit, je suis en train de traiter l'obésité comme étant une maladie. Et là, ce n'est plus l'IMC qui m'intéresse, c'est aussi les pathologies associées. Et vous allez traiter, on va traiter, et c'est ce que ces recommandations orienteraient vers le traitement direct. Quel est l'impact de cette nouvelle définition? Voilà un très beau papier publié en 2025 aux États-Unis qui reprend cette nouvelle définition. Alors, c'est pratiquement 5000 patients. On a repris leurs données et on a essayé de voir est-ce que l'IMC et cette nouvelle définition tombent en accord. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'on tombe en accord, il n'y a pas d'une augmentation de la prévalence, c'est-à-dire qu'on est sur la même prévalence en utilisant la nouvelle définition. Mais ce n'est pas la même population. Chez le sujet jeune, et là vous le voyez, 18%, eh bien, on est plus obèse en utilisant l'IMC seul qu'en utilisant la nouvelle définition.
Autrement dit, on surestime ou on fait un surdiagnostic de l'obésité en se basant sur l'IMC chez le sujet adulte jeune. Et chez le sujet âgé, en contraste enfin, eh ben, ce n'est pas l'IMC qui fait plus de diagnostics. On a moins de diagnostics d'obésité avec l'IMC et que certainement le profil il est sous-estimé en utilisant l'IMC. Et voilà les exemples qu'on peut utiliser. Un homme jeune et qui a un IMC de 32 kg par mètre carré, qui a un rapport de 0,8 et que lui, si je considère la classification de l'OMS, il est obèse grade 1. Mais si j'utilise la nouvelle définition, qui est obésité classification sur la clinicole, pas d'obésité. Je suis là. Chez la deuxième femme qui est un petit peu âgée, un IMC de 27 kg par mètre carré, chez l'OMS, c'est un surpoids. Mais quand j'utilise l'évaluation des autres paramètres, c'est une obésité clinique dans cette situation parce qu'elle a une atteinte liée à son diabète, alors que son IMC est de 27. Chez une femme moins âgée, un IMC de 33, et là, elle est classée en grade 1 ou classe 1 en fonction de l'OMS, mais vu qu'il n'y a pas de retentissement, c'est une femme active, eh ben, c'est une obésité préclinique selon la nouvelle définition. Enfin, ce sujet âgé mûr qui a 35 kg par mètre carré, qui a une aisance cardiaque, eh ben, ce patient-là, selon l'OMS, il est en obésité grade 2. Selon la nouvelle définition, c'est une obésité clinique. Les cardiologues, déjà, ont fait un papier, ça c'est aux États-Unis. Ils ont ce qu'on appelle les ABCDE, c'est un acronyme pour faire de la prévention. Et que le B, qui était initialement juste pour blood pressure, c'est-à-dire la pression artérielle, ben dans ce papier, se référant à cette nouvelle définition, il propose que le B aussi doit intégrer body weight, c'est-à-dire qu'il faut intégrer cette nouvelle définition, et vous le voyez dans les recommandations. Pourquoi tout ça? Parce qu'on a un traitement, je ne vais pas le développer parce que j'aurai la deuxième partie de mon topo. Alors, pour cette première partie, on peut dire que l'obésité est une maladie chronique de plus en plus répandue, qui contribue de manière significative à l'augmentation du taux de morbidité et de mortalité. Un nouveau cadre pour l'obésité, classant les personnes en groupes précliniques et cliniques, en fonction de la présence et de la limitation physique et les dommages d'organes qui pourraient être liés à ça. Et enfin, certainement que identifier les meilleurs critères de classification deviendrait de plus en plus important parce qu'on a des outils à utiliser. Si on ne les a pas maintenant, on va les avoir. Et par conséquent, on va rapidement être dépassé pour définir clairement qui devrait ou pas bénéficier des traitements anti-obésité. Sur la deuxième partie de mon topo, on vient d'où? On vient d'où? Alors, pendant assez longtemps, on considérait que l'obésité, c'est les conséquences de manger plus et ne pas bouger. C'est que le patient est faible, c'est qu'il manque de volonté, que l'alimentation a changé certainement, mais que certainement, il y a une faute personnelle et individuelle. Mais maintenant, on sait que de plus en plus, ce n'est pas le cas. Ce n'est du tout pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la génétique là-dedans, il y a de l'héritage, et vous avez ce que beaucoup considèrent comme étant le mauvais héritage, c'est que pendant des siècles, votre organisme, l'organisme des patients, de l'humain, a vécu au manque de nourriture pendant des siècles. L'organisme s'adapte facilement, entre parenthèses, mais s'adapte plus facilement au manque de nourriture. Par contre, la profusion de l'alimentation est très récente comme concept. C'est moins de 100 ans. L'organisme n'a pas les moyens et les facultés de dire « j'ai mangé plus ce matin, j'ai pris un gâteau en plus, que mon corps n'a pas besoin de ce gâteau, moi je vais le libérer ». Alors qu'il sait faire l'homéostasie énergétique, l'homéostasie du sodium, du potassium, du glucose, il sait tout faire. Mais alors pourquoi il n'arrive pas à gérer son poids? Parce que sur le plan génétique, ce corps a développé des gènes d'épargne. Pour lui, l'alimentation n'est pas tout le temps disponible, ça s'est passé pendant des siècles, et lorsqu'il y a de l'alimentation, il va facilement s'adapter en cachant cette énergie parce qu'il va en avoir besoin. Et il ne sait pas s'adapter à la profusion. D'ailleurs, les études au laboratoire pour les rats vivent plus avec une restriction alimentaire,
qu'avec une profusion, les rats semaine, les rats dénutris, dénutris. D'ailleurs, il y a un concept, c'est pour pouvoir vivre plus longtemps, il faut être dans un état de dénutrition éventuellement. Alors, ceci dit, ce n'est pas la faute au patient, c'est l'organisme qui s'adapte à une situation qui n'arrive pas encore à gérer. Est-ce que les choses s'améliorent? Certainement. Il y a tout un état lié au développement du GLP1, glucose-like peptide 1. Ce GLP1 est découvert initialement suite à un lézard en 2005, c'est la salive du lézard, et qui était l'exénatide. Liraglutide, premier GLP1, longue durée d'action. Et quand vous voyez en bas, lorsque vous voyez en haut, c'est le poids, le bénéfice sur le cœur, et vous avez le bénéfice sur le diabète. Après, c'est l'exénatide courte durée d'action, la dulaglutide en 2014 avec une durée d'action once weekly, une injection une fois par semaine, l'exénatide une fois par jour, sémaglutide une fois par jour injectable comme traitement de l'obésité. Et là, vous voyez tout le cortège qui a prouvé le bénéfice de la sémaglutide dans les différentes indications. Sémaglutide oral, c'était en 2019, 2023, c'est commercialisé. Et enfin, vous avez le tirzépatide une fois par semaine. Ces traitements sont là, sont déjà utilisés, ont déjà prouvé leur efficacité. D'ailleurs, c'est des études qui sont relativement anciennes. Liraglutide à 3 mg dans l'étude SCALE avait clairement montré une baisse du poids chez les sujets obèses et qui a maintenu cette perte pondérale. Le sémaglutide à la dose de 2,4, là aussi a montré clairement un bénéfice en baissant le poids et la durabilité de l'action. Et enfin, le dual agoniste, GLP1, GIP. Le système incrétine c'est des sécrétions du tube ou de l'intestin suite à la prise d'un bol alimentaire. Les deux hormones qui sont incriminées, c'est le GLP1 et c'est le GIP. Toute la technologie ou toute la recherche initialement s'est intéressée au GLP1. Et beaucoup plus récemment, c'est intéressé au GIP. Et pourquoi? Parce que regardez, le GLP1, vous connaissez son bénéfice sur la sensation de satiété, sur la baisse de la glycémie, sur la perte pondérale, sur l'action de la vidange gastrique. Mais le GIP aussi a une action qui a été sous-estimée parce que regardez, il augmente l'insuline, il réduit la répartition, regardez en bas, il augmente l'insulinosensibilité, il améliore l'état métabolique, il réduit l'accumulation ectopique de lipides et que pourquoi pas ne pas utiliser les deux ensemble. Et c'était ça l'idée, c'est d'associer l'action du GLP1 et du GIP, et c'est de là où naît le tirzépatide qui est déjà validé comme étant un traitement pour l'obésité. Regardez, excusez du peu, c'est-à-dire après 72 semaines, 15 mg de tirzépatide avait permis une réduction de 22% du poids initial. Et c'est énorme. En résumé, pour le moment, ce qu'on a, c'est que vous avez liraglutide 3 mg une fois par jour et les sujets qui arrivent à baisser plus de 10% de leur poids, c'est à l'auteur de 33% avec un profil safe. Sémaglutide 2,4 une fois par semaine et là aussi 69% des patients qui utilisent du sémaglutide à 2,4 arrivent à baisser de plus de 10% leur poids initial. Et vous avez le tirzépatide, 15 mg une fois par semaine. Et là aussi, 84% des sujets qui ont utilisé du tirzépatide à 15% arrivent à réduire au-delà de 10% leur poids initial. C'est quoi le futur? D'abord, les limites de ces traitements, ça reste un traitement injectable. Ça reste des molécules sensibles, c'est-à-dire qu'il faut respecter la chaîne de froid. Ça reste certaines technicités. Une adaptation, une titration progressive pour réduire les effets secondaires digestifs. Le prix et le coût. Bon, le confort social peut-être, mais pas vraiment. Et enfin, le site d'injection qui pourrait être des réactions. Tout ça fait que le développement de voies orales pourrait être une solution. D'abord, la voie orale avec le sémaglutide qui est déjà commercialisé dans le diabète, mais aussi dans l'obésité. Vous regardez là le traitement, quelle est la différence entre du sémaglutide injectable et du sémaglutide oral. Ce n'est pas seulement les caractéristiques, mais regardez, l'une des caractéristiques et les points forts, c'est que sur le stockage et le transport
là, le chaîne de froid doit être respecté pour le forme injectable, pas vraiment pour la forme orale, sinon aussi le coût qui pourrait être différent. Enfin, vous avez une autre gamme qui vient de naître, c'est le GLP-1 non peptidique, c'est-à-dire qui pourrait être donné par voie orale, qui a une courte chaîne, une structure simple et qui pourrait être utilisé beaucoup plus facilement. Regardez les effets positifs. Et prise quotidienne, transport simple parce que c'est des comprimés et en plus, non, pas aucune influence en fonction du repas. Il peut le prendre maintenant, il peut le prendre avant ou après. Une meilleure disponibilité et utilité. Et ça se développe, ces associations, ces formes orales ou injectables. Et je vais parler de quelques-unes. Je vais parler de l'orliglifran, qui est déjà en phase 3, de l'association CARI-SEGMA, et je vais parler aussi du surrotudide et de la triple association. L'orliglifran, c'est un GLP-1 non peptidique. C'est un GLP-1 non peptidique avec une structure qui est simple, qui n'est pas très complexe, qui a une demi-vie entre 29 et 49, qui a une biodisponibilité de 67 et qui n'est pas influencé par ni l'alimentation, ni le poids, ni l'eau, pardon. Voilà une très belle étude qui a évalué l'impact de l'orliglifran sur les sujets obèses à doses différentes de 2 mg, du 3 mg jusqu'à 24 mg. Et regardez l'impact. En moyenne, cette molécule qui est par voie orale avait permis de perdre pratiquement 15% du poids initial au bout de 36 semaines, avec une amélioration du profil lipidique, une baisse des chiffres systoliques et diastoliques, une amélioration du VLDL et de la pression artérielle diastolique. D'ailleurs, la conclusion des auteurs, c'est que a clairement démontré un bénéfice, une bonne tolérance, que ça, avec moins de contraintes, et certainement, ça devrait donner le plus. Les associations, la CAGRI-SEMA, c'est-à-dire l'association de deux molécules avec d'actions différentes. Sémaglutide, c'est un GLP-1 récepteur agoniste à longue durée d'action. Et vous avez une autre partie, c'est des hormones qui sont responsables de la satiété. Cette hormone, c'est l'amyline. Et là, il y a de la cargiglinitine, qui est une similitude avec l'action de l'amyline, c'est-à-dire elle accentue le sentiment de satiété. Et l'idée, c'est de faire une association des deux, la SEMA et la carlictine, et vous avez la CAGRI-SEMA qui a été évaluée à doses différentes et regardez l'impact sur le poids. Après 68 semaines, on arrive à faire perdre du patient jusqu'à 22% du poids initial. Avec, bien sûr, ça c'est le pourcentage des patients qui ont arrivé à perdre plus de 15%, c'est pratiquement 70% des patients. Je sais que les pourcentages ne vous disent rien, mais quand on est au-delà de 15%, on a une rémission du diabète qui est certaine, on a une amélioration du syndrome de l'apnée du sommeil et on a une réversibilité des lésions fibreuses au niveau du foie, c'est-à-dire un 15%, c'est un impact sur les différentes complications de l'obésité, certains. Et que cette association a fait aussi perdre le périmètre abdominal, baisser l'hémoglobine glyquée si elle est diabétique, la pression artérielle systolique jusqu'à 10 mm d'AG, la CRP ultrasensible, les triglycérides et le cholestérol total. Alors, oui, c'est un deuxième espoir. Deuxième association ou dual agoniste, c'est le surrotudide. Et c'est là, c'est du glucagon plus du GLP-1. Et glucagon plus GLP-1, voilà l'idée, c'est que le glucagon, augmenterait la glucogénolyse, la gluconéogénèse et la lipolyse, et le GLP-1, lui, est responsable d'une diminution de la sensation de faim, c'est-à-dire satiété, diminution du food intake, moins d'alimentation et impact direct sur le transit. L'association pourrait être intéressante. Plusieurs dosages ont été évalués en une dose injectable weekly, c'est une fois par semaine. Et là aussi, on est à moins de 18% de perte pondérale par rapport au début, avec très bonne tolérance. Les auteurs sont clairs, c'est après 46 semaines d'utilisation, 19 kg qui est responsable à peu près de 17%. Enfin, le triple agoniste, GLP-1, GIP, plus glucagon. Et là, c'est le rétatrutide.
et excusez du peu, regardez leur état de ce titre. Cette triple association, évaluée à plusieurs doses, 4, 8 et 12 mg, sur une étude chez les sujets obèses, 24%. 24% de baisse de poids par rapport au début de l'étude, avec bien sûr ces doses dépendantes, mais à la dose max, on est à 24% de baisse après 48 semaines. Voilà l'amélioration après 48 semaines. On considère à peu près, pour ceux qui ont reçu du 12 mg, 100% ont perdu plus de 5%. Pour 10%, on est à 90%. Pour 15% de perte, on est à 80%. 20% de perte, on est à plus de 63%. Et pratiquement la moitié ont perdu plus de 25% de leur poids initial. Baisse des taux de triglycérides, baisse du cholestérol total, baisse du LDL, du VLDL et du HDL. Amélioration par baisse. Si on résume cette très bonne molécule, après 48 semaines d'utilisation de cette triple agoniste, il y a une baisse de 24,2% du poids initial, que pratiquement, 25% ont obtenu une baisse de 50% de plus de 25%, et pour arriver à 30% de perte, c'est un quart qui ont perdu 30%. 40% de moins de triglycérides, et une amélioration du hémoglobine n'est pas valable, mais elle est de 2%, et une diminution du LDL de 22%. Schématiquement, ce qui arrive, c'est ça. C'est que, initialement, les modifications de style de vie, c'était entre 3 et 10% de perte pondérale en dose max. La chirurgie bariatrique constitue une référence parce qu'on arrive à perdre jusqu'à 35%. Mais ce qu'on arrive à faire avec le traitement médicamenteux actuellement, c'est qu'on arrive tout doucement à faire, si ce n'est pas mieux, mais autant que la chirurgie bariatrique. Et d'ailleurs, une très belle question et un très beau thème. Est-ce que la chirurgie bariatrique, avec ses nouvelles classes thérapeutiques et avec ces nouvelles molécules, a de la place dans le futur? Et je vous remercie. Merci, professeur Zamouche, pour ces informations très instructives. On essaie d'enchaîner directement avec le débat. C'est le souhait du professeur Zamouche. S'il y a des questions à poser. Merci. Voilà, je remercie professeur Zamouche pour cette excellente présentation. J'ai une question par rapport aux modalités de traitement. Est-ce qu'une personne qui prend le traitement pendant quelques mois, il y a un gain, est-ce qu'il arrête le traitement ou bien un traitement, c'est un traitement à vie? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question pour le Mounjaro, est-ce qu'il est... qu'est-ce qu'il devient? Parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles molécules. Je pense qu'il est déclassé. Et merci. Alors, je commencerai avec votre deuxième question pour aller à la première. Il parlait du tirzépatide. Alors, ce que je viens de présenter, il y a deux parties. Il y a celles qui ne sont pas encore commercialisées, c'est-à-dire les triple agonistes ne sont pas encore commercialisés. Mais l'orchiglifran, il est en phase 3. Alors, dans cette ESD, on présentait une étude qu'on appelle ISTAIN qui a montré une sécurité cardiovasculaire de cette molécule avec un bénéfice certain. Et je pense que bientôt, on aura cette molécule sur le marché. Est-ce que le tirzépatide est dépassé? Alors là, pas du tout. Les résultats du tirzépatide, du moins pour le moment dans la pratique clinique, n'ont pas été égalés, sauf que dans les phases 2 et phase 3. C'est-à-dire, pour le moment, aujourd'hui, ce que j'ai cité comme molécule, c'est les trois. Liraglutide 3 mg, sémaglutide 2,4 et vous avez le tirzépatide 15 mg. Je n'ai pas voulu parler aussi d'un futur injectable, c'est là, bon, mais je le dis, c'est bien intéressant pour vous, sémaglutide 7,2. Alors, au dernier congrès, c'est une dose qu'on n'a pas pu imaginer.
Quand vous utilisez pour le diabète, ce que vous utilisez, c'est le 1 mg. Pour l'obésité, c'est le 2,4. Et là, ils ont montré une étude qui est surpasse UP, et qui avait évalué le sémaglutide à 7,2, c'est-à-dire 3 fois la dose qu'on est en train d'utiliser chez les sujets obèses, avec une bonne tolérance quand même. Ce qui fait que tirzepatide, il a des beaux jours face à lui. Alors, votre première question est très intéressante. Au départ, toutes ces études ont été réalisées et qui ont duré longtemps, ces études-là, au départ, effectivement, et plusieurs études l'ont montré, on utilise la molécule, ça fait perdre du poids, on arrête la molécule, il y a une reprise, et ça, on le sait. Utiliser la molécule à durée d'action pendant assez longtemps, c'était ça l'idée au départ. Mais maintenant, on a d'autres pistes. Proposer un traitement de 6 mois, aider le patient à modifier de sa structure, parce que quelqu'un qui faisait 140 kilos, on ne peut pas lui proposer une activité physique intense. Mais là, ça dépend de vous et de votre patient. Si votre patient s'engage à modifier son style de vie, à adhérer à l'activité physique, oui, on peut faire 6 mois, faire perdre du patient, on arrivera facilement à 90-95 kilos. Au bout, à ce moment-là, son activité physique devrait être plus intense. Réduire l'alimentation, maintenir une activité physique, ça pourrait être une solution. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire ou de proposer. Maintenant, si le patient ne change pas de ses habitudes, et c'est ça le plus grand risque, pourquoi il y a l'effet yo-yo, les régimes restrictifs actuellement, ce qu'on voit, je saute peut-être. J'ai quelques minutes ou là? Ah, il n'y a pas de souci, merci. Quand on voit un petit peu ce qui se passe actuellement en Algérie, c'est ce qui passait en France dans les années 80. C'est une pression des sujets obèses. Il y a quelques années, la femme forte était une femme belle. Et l'homme, il le costume, le costume, c'était Lahiberg. Vous savez, ça vient d'où? Pourquoi pourquoi? Moi, je pose la question. S'il y a quelqu'un qui a une réponse, elle travaille. À la force pour travailler. D'accord. Pourquoi? Docteur Eddy. Allez-y. Ça m'intéresse. Allez-y. Madame Memouni, je ne la vois pas. Elle est là? Lorsque vous voulez me dites d'arrêter, j'arrête. C'est à vous de gérer le temps. Allez-y. J'ai besoin d'une réponse pour la question. Alors, la réponse, elle vient d'où? Elle vient c'est pas spécifique au pays algérien, mais ça a été ancré. On était pauvres. Et c'est pas juste l'Algérie, même le roi Soleil. On était pauvres. Quand on est pauvre, on est maigre. Il n'y avait pas de téléphone et de voiture de luxe. Ce qu'ils voyaient, on voyait le physique. واحد اللي سمين عنده صوارد مركانتي هذا ياكل. واحد اللي ضعيف فقير. Par conséquent, ce qu'on voyait, on voyait la richesse sur le corps. Et le corps était le signe de la richesse. Et nos parents, nos grands-parents, ça s'est ancré. Et je vous ai dit, ce n'est pas spécifique aux populations algériennes. Pourquoi on disait que c'est le roi Soleil qui était un roi de France, كانوا سمين وجههم مدور. شاب فقير, mais هو كان يطلع فوق لا وجهه قد هكا. Et pour dire qu'il est riche, prospère. Et c'est là où on reste avec cette idée-là. Votre question? Merci pour votre exposé. Merci à vous. La question est la suivante. Si vous pouvez nous dire quelque chose sur l'obésité congénitale, en ce qui concerne ces nouveaux traitements et le jeûne intermittent. Merci. Alors, sur la congénitale, le plus qui est connu, c'est le déficit en leptine. Il y a des traitements actuellement avec le traitement de la leptine, mais c'est des obésités morbides au jeune âge. Ce n'est pas la forme commune. Celle qui nous pose problème, c'est la forme commune. La forme au jeune âge, elle est, je ne sais pas quelle est la prévalence, mais dans notre pratique, est-ce que vous la voyez? Elle est exceptionnelle. Et le traitement, c'est la leptine. Maintenant, ce qui nous dérange le plus, c'est la forme commune. C'est ce qu'on est en train de voir. La prévalence avec l'impact sur le diabète et la maladie cardiovasculaire, c'est la forme commune. Le jeûne intermittent, excellent. Ça fait partie des autres gènes, ou plutôt régimes. Mais là, c'est limite.
beaucoup de gens pensent que s'abstenir de manger plus de 16 heures, ils vont forcément perdre du poids. Ça correspond plus à des gens qui ont l'habitude de ne pas prendre un petit-déj, qui réduisent la ration. C'est-à-dire, on ne peut pas perdre du poids si on ne fait pas une réduction de la ration alimentaire. Et par conséquent, du jeûne intermittent sans réduction de la ration, إذا كان معول على لو بلا العشاء هذاك تريكوبيري تاعك تاع الفطور وتاع الغداء وتلمهم في بعضهم. Et par conséquent, le jeûne intermittent, qu'est-ce qui pourrait déclencher? Ce qu'on appelle la cétogénèse, c'est ce qu'on appelle quand on passe de plus de 12 heures de jeûne, le corps va commencer à épuiser par le glucagon sur les corps cétoniques et tout ça. Oui, ça a un effet positif si ça s'accompagne avec une diminution de la ration alimentaire. Deuxième condition, est-ce que je peux faire du jeûne intermittent pendant 6 mois? Vous allez reprendre. Parce que le jeûne intermittent, c'est un mode de vie. Toutes les modifications qui s'accompagnent d'un mode de vie, ça va réussir. Si vous faites du sport quotidiennement ou régulièrement, si vous faites une hygiène alimentaire régulièrement, ça va aboutir. Mais si c'est pour une courte durée ou à une durée indéterminée, dès qu'il y a un arrêt, il y a une reprise. Oui. Merci, Dr Zarmouch, pour merci à vous. Votre excellente présentation. Et c'est la dernière question. Alors, s'il vous plaît, si on courte réponse. Oui, merci. Est-ce qu'il y a un problème de race? Prenons l'exemple des Chinois qui sont bourgeois et qui grossissent. Est-ce que la race peut freiner cette obésité? La deuxième question, ces nouvelles molécules, elles ont des effets néfastes. Un livret optique, on parle de cancer de pancréas. Est-ce que ces nouvelles classes, il y a un effet de classe pour les nouvelles molécules qui arrivent? Et concernant la chirurgie, quelle est la meilleure technique chirurgicale pour Alors, commençons par la plus simple. La technique chirurgicale, vous avez les deux actuellement. Tout ce qui était anneau et bas, tout ça ne fonctionne pas. C'est soit le paille basse, soit la sleeve chirurgie. Deuxième question sur la première, vous avez parlé des Chinois, c'est ça? Alors, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas des études sur la population chinoise, c'est des études sur la population japonaise. La population japonaise, elle est connue, elle est centenaire et elle n'a pas de problème de poids. Sauf que les gens ou les Japonais qui ont immigré aux États-Unis, on a vu à travers les études épidémiologiques, ils ont eu le même taux d'obésité que la population américaine. Et là, on a incriminé l'environnement plus que la génétique. C'est-à-dire que l'être humain est prédisposé à prendre du poids. Ça dépend de son environnement. Pour les effets secondaires, il n'y a pas le cancer du pancréas, non. Le risque, c'est une pancréatite et c'est spécifique pour tous les médicaments analogues du GLP-1. C'est un risque à prendre, qu'on connaît, qu'on évalue. S'il y a une douleur, il faut évoquer ça. Mais pour la teinte oculaire, c'est pour les diabétiques qui ont utilisé les analogues du GLP-1. Et l'une des théories, c'est la baisse rapide de la glycémie qui pourrait éventuellement avoir eu un effet néfaste ou aggraver une éventuelle rétinopathie antérieure. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et on demande le Dr Mohamri pour remettre le trophée Dr Zarmouch. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On vous remercie énormément, Dr Zarmouch, et de Constantine, pour présenter ce travail qui est très très intéressant. Et maintenant, Inch'Allah. Merci beaucoup.